Ils ont emmené mes frères et sœurs à la plage, et m'ont dit, il vaut mieux que tu restes pour travailler. À leur retour, ma chambre était complètement vide, et toutes les photos de moi avaient disparu des murs. Je m'appelle Winifred, et j'ai 19 ans. Ce qui m'est arrivé il y a 18 mois me semble encore surréaliste, mais je dois en parler, parce que, honnêtement, la vengeance a été si satisfaisante que j'en souris encore aujourd'hui. Laissez-moi commencer par le début. Je vivais avec mon père, Marcus, ma belle-mère, Jennifer, et mes 2 jeunes demi-frères et sœurs, Emma, 12 ans, et Tyler, 10 ans. Ma mère biologique est décédée quand j'avais 7 ans, et mon père s'est remarié avec Jennifer quand j'en avais 9. Pendant les 10 dernières années, j'ai été la babysitter attitrée, la femme de ménage, et la main-d'œuvre non rémunérée de cette maison. Ne vous méprenez pas, j'adore Emma et Tyler. Ce sont de bons enfants, et ce n'est pas leur faute si leur mère me traite comme une employée plutôt que comme un membre de la famille. Mais Jennifer, elle, a rendu ma vie misérable dès le premier jour. Et mon père se contente de la suivre dans tout ce qu'elle dit, simplement pour maintenir la paix. Le point de rupture est arrivé pendant les vacances de printemps, lors de ma dernière année de lycée. Je travaillais à temps partiel dans un café du coin, pour économiser pour l'université, tout en maintenant une excellente moyenne. J'étais épuisé, stressé par les exigences de fin d'études, et j'avais désespérément besoin d'une pause. Quand Jennifer a annoncé qu'il prévoyait un week-end à Virginia Beach, j'étais vraiment enthousiaste. J'ai commencé à faire mes valises dans ma tête, en pensant à quel point ce serait agréable de se détendre au bord de l'océan. C'est à ce moment-là que Jennifer a lâché la bombe. En fait, Winifred, il vaut mieux que tu restes pour travailler, dit-elle nonchalamment en chargeant le lave-vaisselle. Quelqu'un doit nettoyer la maison à fond pendant notre absence, et tu pourrais prendre des heures supplémentaires au café. Emma et Tyler sont si excités de passer du temps de qualité en famille. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Du temps en famille. Je fais aussi partie de la famille. Jennifer s'est retournée avec ce faux sourire compatissant qu'elle maîtrise à la perfection. Oh, ma chérie, tu sais ce que je veux dire. Les enfants ont besoin de l'attention exclusive de leurs parents. En plus, tu te plains toujours d'avoir besoin d'argent pour l'université. C'est parfait. Mon père, Marcus, était assis à la table de la cuisine, lisant son journal. Je l'ai regardé désespérément, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Au lieu de ça, il a simplement hoché la tête. Jennifer a raison, ma grande. Tu seras plus productive ici de toute façon. Mon cœur s'est brisé. Ma grande. C'est comme ça qu'il m'appelait quand j'étais petite, à l'époque où il me prêtait encore attention. Maintenant, ça sonnait juste condescendant. Mais je n'ai pas eu de vraie pause depuis des mois, ai-je protesté. Je me suis occupé d'Emma et de Tyler tous les week-ends, j'ai fait toutes les tâches ménagères, j'ai travaillé, et j'ai maintenu mes bonnes notes. J'ai besoin de ce voyage. L'expression de Jennifer s'est durcie. Winifred, nous t'avons offert un toit et à manger pendant 10 ans. Le moins que tu puisses faire, c'est de contribuer à cette famille au lieu d'être égoïste. Ce mot, égoïste, a résonné dans ma tête. J'étais égoïste de vouloir passer du temps avec ma propre famille. J'étais égoïste de vouloir une pause, de ne plus être leur bonne et leur babysitter à domicile. Je les ai regardés faire leurs valises ce vendredi matin. Emma est venue vers moi, les larmes aux yeux. J'aimerais tellement que tu viennes, Winifred. Ce ne sera pas aussi amusant sans toi. Tyler m'a serré les jambes. Qui va jouer aux jeux vidéo avec moi? Vous allez bien vous amuser avec papa et maman, leur ai-je dit en forçant un sourire. Prenez plein de photos pour moi, d'accord? Jennifer a entendu et a levé les yeux au ciel. Ils s'en sortiront. Arrête de tout ramener à toi. Après leur départ, je me suis assise dans la maison vide, me sentant plus seule que jamais. C'est là que quelque chose en moi a cédé. J'en avais assez d'être traité comme si je ne comptais pas, comme si j'étais juste un fardeau dont ils devaient s'accommoder. J'ai décidé qu'il était temps qu'ils réalisent exactement ce qu'ils allaient perdre. Ce week-end-là, je me suis déclaré malade au travail, pour la première fois de ma vie. Techniquement, je n'étais pas censé travailler de toute façon, puisque c'était les vacances de printemps, mais j'avais prévu de prendre des heures supplémentaires pour l'argent. Au lieu de ça, j'ai passé les 2 jours entiers à effacer méthodiquement toute trace de ma présence dans la maison. J'ai commencé par ma chambre. J'ai emballé chaque vêtement, chaque livre, chaque bibelot qui m'appartenait.
mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, ma boîte à bijoux qui avait appartenu à ma mère. Tout est parti dans des cartons. Cela m'a pris plusieurs voyages, mais j'ai réussi à faire entrer la plupart de mes affaires dans ma vieille Honda Civic, en faisant plusieurs allers-retours vers un garde-meuble que j'avais loué le matin même. Ensuite, je suis passé aux parties communes. Chaque photo de famille où j'apparaissais a été décrochée des murs. Le salon avait tout un mur de cadres, et après que j'ai retiré les photos où je figurais, il y avait ces vides rectangulaires évidents là où les cadres étaient suspendus. Je ne les ai remplacés par rien. Dans la cuisine, j'ai enlevé le dessin qu'Emma avait fait de notre famille, où elle m'avait incluse, et qui était sur le réfrigérateur depuis 2 ans. J'ai décroché le diplôme du tableau d'honneur que mon père avait fièrement exposé. J'ai retiré l'aimant que j'avais ramené de mon voyage scolaire à Washington DC. J'ai parcouru chaque pièce, systématiquement. La salle de bain a perdu mes articles de toilette, mes serviettes, mon panier de douche. La buanderie a perdu ma lessive et mon adoucissant. J'ai même pris la tasse avec mon nom dessus, qu'Emma m'avait fabriquée en cours d'art plastique. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai pas seulement emballé mes affaires au hasard. J'avais un plan. La première chose que j'ai faite a été de tout documenter. J'ai pris des photos de ma chambre avant de commencer à emballer, montrant toutes mes affaires à leur place habituelle. J'ai pris des photos des cadres de famille sur les murs, des aimants de la cuisine, de tout. Je voulais une preuve de mon intégration dans ce foyer, de l'espace que j'occupais réellement dans leur vie. En emballant, les souvenirs ont refait surface. J'ai retrouvé le journal que je tenais à 13 ans, rempli d'entrées sur le sentiment d'être invisible dans ma propre maison. Il y avait une entrée, datant de Noël cette année-là, qui m'a fait pleurer. Jennifer avait offert à Emma et Tyler des cadeaux incroyables, mais moi, j'avais reçu un paquet de chaussettes et une carte cadeau de supermarché. Quand je l'avais remerciée, elle avait dit, « Eh bien, tu te plains toujours d'avoir besoin de choses. » Je ne me plaignais pas. Je mentionnais juste que mes chaussures avaient des trous. J'ai retrouvé des cartes que j'avais faites pour la fête des pères au fil des ans, et que Marcus n'avait jamais reconnues. Des cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour Jennifer avec l'argent de mon babysitting, en espérant qu'elle s'adoucirait envers moi. Elle avait toujours dit merci poliment, mais je ne l'avais jamais vue utiliser ou porter quoi que ce soit que je lui avais offert. Dans mon placard, j'ai découvert la robe que j'avais achetée pour le dîner d'anniversaire de mariage de Jennifer et Marcus l'année dernière. J'avais été si excité de célébrer avec eux, j'avais économisé pendant des semaines pour acheter quelque chose de joli. Puis, la veille du dîner, Jennifer m'a dit qu'ils avaient décidé que ce serait juste 4, et que je devais rester à la maison avec de l'argent pour une pizza. Je n'ai jamais pu porter la robe. Chaque objet que j'emballais représentait un moment où j'avais essayé de m'intégrer, d'appartenir à la famille, seulement pour être mise de côté. La colère qui couvait depuis des années a commencé à déborder. J'ai décidé de faire preuve de créativité dans mon processus de retrait. Dans le salon, il y avait un portrait de famille que nous avions fait au studio JC Penney il y a 2 ans. Jennifer avait insisté pour que tout le monde ait des copies format portefeuille. J'ai trouvé la pile de photos dans le tiroir à bazar, et j'ai pris toutes celles où j'apparaissais, ne laissant derrière que celles où ne figuraient que Marcus, Jennifer, Emma et Tyler. J'ai laissé ces dernières éparpillées sur la table basse avec un mot, « Voici les photos de famille que vous vouliez vraiment ». Dans la salle de bain, je n'ai pas seulement pris mes articles de toilette. J'ai pris le rideau de douche que j'avais acheté avec mon propre argent, quand Jennifer s'était plainte que l'ancien était moisi. J'ai pris les tapis de bain que j'avais achetés avec mes gains. J'ai pris les crochets à serviettes que j'avais installés moi-même, parce que j'en avais marre que mes serviettes tombent par terre. Soudain, la salle de bain semblait dépouillée et peu accueillante. C'est dans la cuisine que j'ai vraiment marqué le coup. Je faisais la plupart des repas depuis 2 ans, depuis que Jennifer avait commencé à travailler plus longtemps. J'ai pris tous les livres de cuisine que j'avais achetés, tous les ustensiles spécialisés que j'avais acquis avec mon propre argent, toutes les épices que j'avais ajoutées à l'étagère avec l'argent de mon travail au café. J'ai pris la cafetière pour laquelle j'avais économisé et que j'avais offerte comme cadeau de Noël à la famille, bien qu'elle vienne de mon propre salaire. J'ai pris le mixeur que j'avais acheté spécialement pour préparer les smoothies matinaux d'Emma, quand elle était dans sa phase d'alimentation saine. J'ai ouvert le réfrigérateur et regardé tous les contenants de repas que j'avais préparés cette semaine-là, avant leur départ. J'avais passé mon vendredi soir à cuisiner et à préparer les portions pour la semaine suivante, pensant être utile. Au lieu de ça, j'ai tout jeté dans des sacs poubelles. S'ils voulaient des repas faits maison,
ils pouvaient se les préparer eux-mêmes. Mais la partie la plus satisfaisante a été ce que j'ai fait dans les chambres d'Emma et de Tyler. Avant que vous ne me jugiez, je n'ai rien pris qui leur appartenait, mais j'avais tellement contribué à leur vie au fil des ans, des œuvres d'art que je les avais aidés à créer et qui étaient accrochées à leur mur, des photos que j'avais prises d'eux lors de divers événements, de petits systèmes d'organisation que j'avais mis en place pour les aider à garder leur chambre propre. Dans la chambre d'Emma, j'avais créé tout un mur de ses réussites, des photos d'événements scolaires, des certificats de récital de piano, des dessins de différentes années. J'avais passé des heures à l'arranger parfaitement, et elle adorait le montrer à ses amis. J'ai décroché chaque photo que j'avais prise, chaque certificat que je l'avais aidé à encadrer, chaque œuvre que je l'avais encouragé à créer. Le mur semblait nu et triste. La chambre de Tyler a subi un traitement similaire. J'avais mis en place un système d'exposition élaboré pour ses Legos, avec des bacs étiquetés et des vitrines rotatives pour ses constructions préférées. J'ai tout démonté et emballé. De toute façon, j'avais acheté la plupart des solutions de rangement avec mon propre argent. J'ai laissé les chambres fonctionnelles, mais visiblement différentes. Emma avait toujours dit que c'était moi qui l'aidais à rendre sa chambre confortable et spéciale. Tyler se vantait souvent auprès de ses amis des systèmes d'organisation que j'avais créés pour lui. Maintenant, ils allaient voir à quoi ressemblait leur chambre sans mon influence. Le plus difficile a été de parcourir l'ordinateur familial, de copier toutes les photos que j'avais prises au fil des ans sur mon ordinateur portable personnel, puis de créer un dossier séparé pour elle, intitulé « Photos de Winifred, ne pas supprimer ». Je leur ai laissé une note expliquant que, bien que j'ai pris des copies des photos que j'avais personnellement capturées, les originaux resteraient sur l'ordinateur familial, mais qu'ils m'appartenaient en tant que photographe. Des années de souvenirs, le premier jour de collège d'Emma, Tyler apprenant à faire du vélo, les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire. J'avais tout documenté. J'ai trouvé des vidéos que j'avais prises des matchs de foot de Tyler, des récitals de piano d'Emma, des soirées cinéma en famille, des heures d'images de leur vie que j'avais soigneusement montées et sauvegardées. Tout cela est parti avec moi. En travaillant, j'ai commencé à trouver des choses que j'avais oubliées, comme la capsule temporelle que j'avais aidé Emma et Tyler à créer quand ils étaient plus jeunes. Nous avions prévu de l'ouvrir quand Tyler aurait 16 ans. Je l'ai prise aussi, avec les photos que nous avions prises pendant sa création. S'il voulait m'exclure des activités familiales, il pouvait aussi m'exclure des souvenirs de famille. Plus je retirais de choses, plus il devenait évident à quel point j'avais contribué à faire de cette maison un foyer. J'avais peint la chambre d'Emma quand elle avait décidé qu'elle détestait le rose que Jennifer avait choisi. J'avais aidé Tyler à réarranger ses meubles au moins 6 fois pour optimiser son espace. J'avais accroché des tableaux, organisé des placards, réparé des charnières qui grinçaient, et assemblé des meubles. C'était moi qui avais fait les recherches et acheté les meubles de jardin sur la terrasse. J'avais planté les fleurs dans le jardin de devant, pour lesquelles Jennifer recevait toujours des compliments. J'avais choisi les coussins du salon qui rendaient le canapé plus accueillant. Tout cela est venu avec moi ou a fini à la poubelle. Le dimanche après-midi, j'étais émotionnellement et physiquement épuisé. Mais je n'avais pas terminé. Il me restait une dernière phase de mon plan à exécuter. Voyez-vous, la famille de ma meilleure amie, Madison, essayait de me convaincre d'emménager avec eux depuis des mois. La mère de Madison, Patricia, connaissait ma mère biologique depuis leur enfance, et elle s'était toujours sentie protectrice envers moi. Elle avait été témoin de la façon dont Jennifer me traitait et m'avait proposé à plusieurs reprises leur chambre d'amis, surtout que Madison partait à l'université à l'automne. Quoi qu'il en soit, j'avais toujours refusé, car je me sentais coupable d'abandonner Emma et Tyler. Mais ce week-end-là, assise dans cette maison vide, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui les abandonnais. C'était moi qui étais abandonné par les personnes qui étaient censées m'aimer. J'ai donc appelé Patricia et lui ai demandé si son offre tenait toujours. Elle est venue immédiatement avec Madison et son père, Robert, pour m'aider à déménager. Patricia m'a regardé et m'a prise dans ses bras. « Ma chérie, tu aurais dû appeler il y a des mois, dit-elle. Tu fais partie de notre famille. » Ils m'ont aidé à tout charger dans leur SUV et dans ma voiture. Patricia était horrifiée quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « Ils sont allés à la plage sans toi? Après tout ce que tu fais pour cette famille. » Le meilleur dans tout ça, Patricia est agent immobilier et s'y connaît en homestaging. Elle m'a aidé à arranger la maison pour que mon absence soit la plus évidente possible, sans rien endommager. Nous avons laissé les meubles exactement là où ils étaient, mais les vides sur les murs étaient flagrants.
Ma chambre vide donnait l'impression que quelqu'un y était mort. La touche finale était quelque chose que je planifiais depuis samedi matin. J'ai créé un album photo intitulé « Ce à quoi une vraie famille ressemble » et je l'ai rempli de photos de mes moments passés avec la famille de Madison au fil des ans. Des photos de Patricia me tressant les cheveux avant les balles de l'école, quand Jennifer était trop occupée. Des photos de Robert m'apprenant à changer un pneu, quand Marcus avait dit qu'il me montrerait le plus tard, ce qui n'est jamais arrivé. Des images de dîners de famille où j'étais incluse dans les conversations, où mes opinions comptaient, où l'on me demandait comment s'était passée ma journée et où l'on m'écoutait vraiment. J'ai laissé cet album bien en évidence sur la table basse, ouvert à une photo de moi riant à la table de la cuisine de Patricia, pendant qu'elle m'aidait avec mes devoirs de calcul. Le contraste entre mon sourire sincère sur cette photo et mes sourires forcés sur nos photos de famille était saisissant. J'ai aussi décidé de laisser derrière moi quelques preuves stratégiques de ce qui leur manquerait. Dans la buanderie, j'ai laissé un planning détaillé que j'avais créé, listant les activités de chacun. Il montrait comment j'avais coordonné les trajets pour Emma et Tyler, géré leurs emplois du temps, et veillé à ce que les besoins de tout le monde soient satisfaits. Sans moi, ils devraient trouver comment Tyler se rendrait à son entraînement de foot le mardi, quand Marcus était au travail et que Jennifer avait son club de lecture. J'ai laissé un tableau de planification des repas sur le réfrigérateur, montrant 2 mois de dîner que j'avais prévus et préparés. À côté, j'ai affiché des reçus de courses que j'avais faites avec mon propre argent, parce que j'avais remarqué que nous manquions de certaines choses et je ne voulais pas qu'Emma et Tyler en manquent. Sur le calendrier familial, j'ai surligné en rouge tous les événements que j'avais gérés, les réunions parents-professeurs d'Emma auxquelles j'assistais parce que Jennifer ne pouvait pas prendre de congé, les rendez-vous chez le dentiste de Tyler que je gérais, les horaires de ramassage scolaire que je coordonnais. La preuve la plus accablante que j'ai laissée était un carnet où je notais les dépenses ménagères que je couvrais. Au cours de l'année écoulée, j'avais dépensé plus de 2000 € de mon propre argent pour des choses pour la maison et les enfants. Tout, des fournitures scolaires aux cadeaux de fête d'anniversaire, en passant par les repas au restaurant quand Jennifer n'avait pas envie de cuisiner. Je n'avais jamais demandé de remboursement, car je pensais que c'était ce que les membres d'une famille faisaient les uns pour les autres. J'ai photocopié chaque reçu et relevé bancaire, surligné chaque dépense, et j'ai tout laissé dans un dossier intitulé « Contribution financière de Winifred au foyer ». Veuillez rembourser si je ne suis que l'employé. Mais voici ce qui a vraiment enfoncé le clou. J'ai laissé une offre d'emploi détaillée que j'avais rédigée, formatée comme une véritable annonce, recherchée, garde d'enfants et gestionnaire de maison à domicile exigence, disponible 24h24, 7j7, 100 jours de congé. Responsable de toute la cuisine, du ménage et de la garde d'enfants. Doit assurer le transport pour les activités des enfants. Doit utiliser ses fonds personnels pour les besoins du foyer. Doit accepter d'être exclu des activités et décisions familiales. Doit être reconnaissant pour un logement et une nourriture de base. Une expérience préalable dans l'art d'être traité comme invisible serait un plus. Rémunération, un merci occasionnel. Des critiques quand les choses tournent mal, et le privilège de se faire traiter des égoïstes en demandant un respect élémentaire. Avantage, aucun. Vous avez de la chance d'être ici. Note, ce poste était précédemment occupé par un membre de la famille qui pensait bêtement mériter d'être traité comme tel. J'ai scotché ceci sur la porte d'entrée, là où ils le verraient immédiatement à leur retour. La maison semblait vide quand j'ai eu fini. Ce n'était pas seulement que mes affaires avaient disparu, c'était que toute la vie et la chaleur que j'avais apportée à cet espace avaient été retirées. Les photos de famille restantes montraient 4 personnes qui semblaient heureuses ensemble, mais les espaces vides sur les murs racontaient une autre histoire. J'ai fait un dernier tour, prenant des photos de chaque pièce dans son nouvel état de désolation. Le salon avec ses vides évidents sur le mur de cadre. La chambre d'Emma avec son mur de réussite vide. La chambre de Tyler avec sa collection de Lego éparpillée sur le sol, au lieu d'être magnifiquement exposée. La cuisine avec son étagère à épices vide et ses appareils manquants. La salle de bain qui ressemblait maintenant plus à un hôtel qu'à une maison. Avant de partir, j'ai écrit une lettre et l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, là où il la verrait à coup sûr. Cher Marcus, Jennifer, Emma et Tyler, puisque vous vouliez passer du temps de qualité en famille sans moi, j'ai pensé vous donner un aperçu de ce à quoi cela ressemble vraiment. Comme vous pouvez le voir, je me suis retiré, moi et mes affaires, de votre maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un endroit où l'on veut vraiment de moi. Jennifer, tu as dit que j'étais égoïste de vouloir participer aux activités familiales. Tu as dit que je devais contribuer davantage au lieu de me plaindre,
alors j'ai contribué en supprimant entièrement le fardeau de ma présence. Je suis sûr que tu trouveras que nettoyer la maison à fond toi-même est beaucoup plus efficace sans moi. Marcus, j'espère que tu trouveras la paix que tu cherchais en choisissant son camp plutôt que celui de ta propre fille. Emma et Tyler, je vous aime tous les deux tellement, et je suis désolé que les choses se passent ainsi, mais je mérite d'être dans un endroit où je suis traité comme un membre de la famille, pas comme une employée. Je vais rester chez les Johnson. Si vous voulez me joindre, vous avez mon numéro. Avec toute mon affection pour certains d'entre vous, Winifred, puis j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis parti. La famille de Madison était incroyable. Ils ont vidé leur bureau et l'ont transformé en chambre pour moi. Comme je terminais encore le lycée, Patricia m'a aidé à finir ma dernière année depuis leur adresse et à commencer à chercher des universités. Robert, qui est entrepreneur, m'a même construit des étagères sur mesure pour mes livres. La transition n'a pas été facile, malgré l'accueil chaleureux des Johnson. Je me sentais coupable d'avoir laissé Emma et Tyler, inquiète de la façon dont ils géraient ces changements soudains, mais je me sentais aussi plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je vivais dans un endroit où je ne marchais pas constamment sur des œufs, un endroit où ma présence était sincèrement désirée plutôt que simplement tolérée. Patricia a remarqué des choses chez moi que ma propre famille n'avait jamais vues. Elle a réalisé que je sautais des repas, car j'étais tellement habitué à m'assurer que tout le monde mangeait en premier. Elle a remarqué que je m'excusais constamment de prendre de la place, d'exister, d'avoir des besoins. Elle et Robert ont travaillé en douceur pour me défaire de ces habitudes, m'assurant que j'avais ma place là-bas, que mes besoins comptaient. Madison a été formidable tout au long de la transition. Même si elle était occupée par ses propres préparatifs pour l'université, elle s'est assurée que je me sente soutenue et incluse. Elle m'a aidé à aménager ma nouvelle chambre, m'a emmené faire des courses pour les choses que j'avais laissées derrière moi, et a passé des heures à m'écouter digérer tout ce qui s'était passé. La première semaine a été la plus difficile. Je m'attendais constamment à recevoir un message me demandant où était le crampon de foot d'Emma, ou quand était le prochain rendez-vous de Tyler chez le dentiste. Mon téléphone semblait étrangement silencieux. J'étais tellement habitué à être la coordinatrice de la famille que ne plus avoir ces responsabilités me paraissait bizarre, presque anormal. Mais les Johnson m'ont aidé à réaliser que ce sentiment faisait partie du problème. J'avais été tellement conditionné à être utile que j'avais oublié comment simplement être apprécié pour qui j'étais, pas pour ce que je faisais. Un soir, lors de ma première semaine là-bas, Patricia m'a assise et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ma chérie, l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant utile. Le véritable amour est inconditionnel. Tu ne devrais pas avoir à prouver constamment ta valeur à des gens qui prétendent tenir à toi. C'est à cette période que j'ai commencé à comprendre à quel point la situation à la maison avait été toxique. En vivant avec les Johnson, je pouvais voir la différence entre une dynamique familiale fonctionnelle et ce que j'avais vécu. Robert et Patricia étaient parfois en désaccord, mais ils discutaient de leurs différends avec respect. Madison était incluse dans les décisions familiales qui la concernaient. Les sentiments et les opinions de chacun étaient valorisés, pas seulement ceux des personnes ayant le plus de pouvoir. J'ai aussi commencé à réaliser à quel point Jennifer m'avait isolé de ma famille élargie et de mes amis. Elle faisait toujours des commentaires subtils sur le fait que je passais trop de temps avec la famille de Madison, que je filais toujours au lieu d'être à la maison pour aider. Elle m'a découragé de rester en contact avec la famille de ma mère, prétendant que c'était trop douloureux pour Marcus et que je devais aller de l'avant plutôt que de ressasser le passé. Mais Patricia m'a aidé à renouer avec ma grand-mère maternelle, Linda, qui vivait à environ 3 heures de route. Il s'est avéré que Linda avait essayé de garder le contact avec moi pendant des années, mais ses appels et ses cartes avaient été interceptés par Jennifer, qui prétendait me protéger des souvenirs douloureux de la mort de ma mère. Quand j'ai appelé Linda et lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle a eu le cœur brisé, mais n'a pas été surprise. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, quand mes réponses à ses lettres étaient devenues moins fréquentes et plus génériques. Elle m'a immédiatement invité à lui rendre visite, et Patricia m'y a conduite le week-end suivant. Être avec Linda, c'était comme retrouver une partie de ma mère que je croyais perdue à jamais. Elle avait des photos de ma mère que je n'avais jamais vues, des histoires sur son enfance que personne ne m'avait jamais racontées. Elle avait aussi quelques dures vérités sur Jennifer qui m'ont aidé à mettre les choses en perspective. Ta belle-mère m'a appelé il y a environ 5 ans, m'a dit Linda alors que nous regardions de vieux albums photos. Elle a dit que tu avais du mal à gérer la mort de ta mère, et que le contact avec notre côté de la famille empirait les choses. Elle m'a demandé de prendre mes distances, pour ton bien.
Cette révélation m'a frappé de plein fouet. J'avais 15 ans quand mon contact avec Linda s'était soudainement raréfié. J'avais supposé qu'elle avait perdu l'intérêt de maintenir une relation avec moi, que c'était peut-être trop douloureux pour elle de me voir, parce que je ressemblais tellement à ma mère. J'aurais dû insister davantage, a poursuivi Linda, les larmes aux yeux. J'aurais dû insister pour te parler directement, mais Jennifer semblait tellement préoccupée par ton bien-être, et ton père l'a soutenue quand je l'ai appelée. Je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour toi. Apprendre la manipulation de Jennifer m'a rendu plus en colère que je ne l'avais été pour l'exclusion du voyage à la plage. Elle ne m'avait pas seulement maltraité, elle avait activement œuvré pour m'isoler des gens qui m'aimaient. Elle m'avait volé des relations, volé des morceaux de la mémoire de ma mère, volé des liens qui auraient pu me faire sentir moins seul pendant ces années difficiles de l'adolescence. Mais la véritable validation est venue le lundi matin, quand mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, c'est Emma qui a appelé, en pleurant. « Winifred, où es-tu ? Ta chambre est vide et maman panique. » Puis Tyler, confus et effrayé. « Tu as déménagé pour toujours ? » Mais l'appel qui m'a le plus satisfaite est venu de Marcus. « Winifred Elizabeth, tu reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas partir comme ça. » « En fait, si, je peux, lui ai-je dit calmement. J'ai 19 ans, et j'en ai marre d'être traité comme si je ne comptais pas, tu es ridicule. Rentre à la maison pour qu'on puisse en parler. » À la maison ? J'ai ri, et cela sonnait amer même à mes propres oreilles. À quand remonte la dernière fois que ça ressemblait à une maison, papa ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as défendu, quand Jennifer me traitait comme une moins que rien ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as incluse dans les décisions ou les activités familiales ? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. Je reste là où l'on veut de moi. Jennifer lui a arraché le téléphone des mains. Winifred, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement abandonner tes responsabilités. Quelle responsabilité ? Tu veux dire celle que tu ne m'as jamais demandé si je voulais ? Celle où je fais tout le travail sans aucun des avantages ? Je ne suis plus ta babysitter à domicile, Jennifer. Ces enfants t'adorent. Comment peux-tu leur faire ça ? Cela m'a fait rire à nouveau. Je ne leur fais rien. C'est toi qui as créé cette situation, quand tu as décidé que je n'étais pas assez de la famille pour être incluse dans les activités familiales. Tu voulais voir à quoi ressemblait le temps en famille sans moi. Eh bien, maintenant tu le sais. Les appels ont continué pendant des jours. Emma et Tyler étaient dévastés, ce qui me brisait le cœur, mais je suis resté ferme. J'ai organisé des rencontres avec eux dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jennifer. Marcus a essayé l'approche de la culpabilisation. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. N'ose pas mêler ma mère à ça. Ma mère serait horrifiée de voir comment tu as laissé ta femme me traiter. Elle n'aurait jamais permis que je sois exclu des activités familiales ou traité comme une domestique dans ma propre maison. 2 semaines plus tard, Patricia a croisé Marcus à l'épicerie. Elle m'a dit plus tard qu'il avait l'air épuisé et stressé. Apparemment, Jennifer avait du mal à suivre toutes les tâches ménagères que je faisais, en plus de s'occuper d'Emma et de Tyler sans mon aide. Patricia a dit que Marcus lui avait demandé comment j'allais, et quand elle lui a dit que je m'épanouissais, il a juste eu l'air triste et s'en est allé. Le tournant s'est produit 1 mois plus tard, lorsque Tyler a eu un match de foot. J'étais allé à tous ces matchs depuis qu'il avait commencé à jouer, et je n'allais pas m'arrêter maintenant. Je me suis assise dans les gradins avec Patricia, loin de l'endroit où Marcus et Jennifer étaient assis. Tyler a marqué un but et a immédiatement levé les yeux vers les gradins, me cherchant du regard comme il le faisait toujours. Quand il m'a repéré, son visage s'est illuminé et il m'a salué avec enthousiasme. J'ai applaudi et lui ai fait signe en retour, et il a rayonné. Après le match, il a couru vers moi au lieu d'aller voir ses parents en premier. « Winifred, tu as vu mon but ? Le coach a dit que je devenais vraiment bon. Je l'ai vu. Je suis si fier de toi, mon grand, ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Emma nous a rejoints et nous avons pris des selfies ensemble. Je les ai postés sur les réseaux sociaux avec la légende, si fier de mon incroyable petit frère. Je ne rate jamais un match. C'est là que j'ai remarqué Jennifer qui nous observait de l'autre côté du terrain. Elle avait l'air en colère, mais plus que ça, elle avait l'air inquiète. Marcus se tenait à côté d'elle, et pour la première fois depuis des années,
il semblait la remettre en question, au lieu de simplement la suivre dans tout ce qu'elle disait. Après le match, Marcus s'est approché de moi pendant que Jennifer aidait Tyler à rassembler son équipement. « Winifred, on peut parler ? » ?»« On est en train de parler. » Il avait l'air mal à l'aise. « Je veux dire, vraiment parler. » »« De tout. » J'ai étudié son visage. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué. « De quoi y a-t-il à parler, papa ? » ?»« Tu as fait ton choix. »« J'ai fait une erreur, dit-il doucement. »« Je fais des erreurs depuis longtemps. » Cela m'a surprise. Marcus n'admettait jamais avoir tort. « Jennifer, elle a du mal depuis que tu es parti. La maison, les enfants, tout. Elle n'avait pas réalisé tout ce que tu faisais. J'ai essayé de vous le dire à tous les deux pendant des années, que j'étais débordé. Je sais. J'aurais dû écouter. » Il a fait une pause, regardant ses mains. « La maison semble étrange sans toi. Emma pleure tous les soirs en demandant quand tu rentres. Tyler continue de mettre un couvert pour toi à table, par habitude. Mon cœur s'est serré pour les enfants, mais je suis restée forte. Ce n'est pas ma faute. Non, ce n'est pas le cas. C'est la mienne. » Il a relevé les yeux vers moi. « Jennifer veut te parler. Elle veut s'excuser. » J'ai failli rire. Elle veut s'excuser parce qu'elle a besoin de récupérer sa babysitter gratuite, pas parce qu'elle pense vraiment avoir fait quelque chose de mal. Marcus a grimacé, car nous savions tous les deux que j'avais raison. Je ne reviendrai pas juste pour retomber dans les mêmes schémas, lui ai-je dit. Je suis heureuse là où je suis. On m'apprécie là-bas. Que faudrait-il, demanda-t-il désespérément. Que faudrait-il pour que tu rentres à la maison? J'y ai réfléchi sérieusement. Honnêtement, je ne pense pas que Jennifer soit capable de me traiter comme un membre de la famille au lieu d'une employée. Et je ne pense pas que tu sois assez fort pour lui tenir tête quand elle ne le fait pas. Son visage s'est décomposé, et j'ai ressenti une pointe de tristesse. Malgré tout, je l'aimais encore. Les appels ont continué pendant des jours. Emma et Tyler étaient dévastés, ce qui me brisait le cœur, mais je suis resté ferme. J'ai organisé des rencontres avec eux dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jennifer. Lors de notre première rencontre au parc, Emma était collantée en larmes. « Pourquoi nous as-tu quittés ?» n'arrêtait-elle pas de demander. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Ça me tuait de la voir se blâmer. Je l'ai assise sur un banc et lui ai expliqué aussi doucement que possible. « Non, toi et Tyler n'avez rien fait de mal. Je vous aime tous les deux tellement, mais parfois les adultes prennent des décisions qui se blessent mutuellement, et j'avais besoin d'aller dans un endroit où je me sentais désiré et respecté. Tyler, étant plus jeune, était plus confus qu'autre chose. Mais on veut de toi. Je veux que tu rentres à la maison. Je sais, mon grand. Et peut-être qu'un jour les choses seront différentes. Mais pour l'instant, j'ai besoin de rester là où les gens me traitent comme un membre de la famille tout le temps, pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose de moi. » Ces conversations avec les enfants étaient déchirantes, mais elles étaient aussi nécessaires. J'ai réalisé qu'en restant si longtemps dans cette situation toxique, j'avais montré à Emma et Tyler qu'il était normal que les membres d'une famille se traitent avec un manque de respect. En partant, je leur montrais que les gens ont le droit d'exiger un meilleur traitement. Pendant ce temps, la vie à la maison s'effondrait apparemment. Madison a appris par sa mère, qui avait croisé des voisins à l'épicerie, que Jennifer appelait frénétiquement partout pour trouver des babysitters pour Emma et Tyler. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle dépendait de moi pour la garde des enfants, car c'était devenu tellement automatique. Le linge s'accumulait, car personne ne savait comment faire fonctionner le planning que j'avais élaboré pour garder les vêtements de tout le monde propres et organisés. Emma n'avait plus de son shampoing préféré, car personne n'avait pensé à en racheter, j'avais toujours été celle qui remarquait quand les produits ménagers venaient à manquer. Plus important encore, personne ne savait où rien ne se trouvait. J'avais été le système de classement vivant de la famille, gardant une trace des documents importants, des papiers scolaires, des informations médicales, des emplois du temps et des fournitures. Sans moi, ils ne trouvaient pas les papiers d'inscription au foot de Tyler, n'avaient aucune idée de l'heure du cours de piano d'Emma, et ne savaient pas dans quel tiroir se trouvait le thermomètre quand Tyler a eu de la fièvre. Patricia a appris d'un autre voisin que Jennifer avait manqué 2 réunions de travail importantes, parce qu'elle avait oublié les jours où Tyler finissait l'école plus tôt, quelque chose que j'avais toujours noté sur le calendrier familial et rappelé à tout le monde à l'avance. La maison elle-même était apparemment un désastre.
Sans mon nettoyage et mon organisation constant, les choses sombraient dans le chaos. Jennifer s'était toujours targuée d'avoir une maison digne d'Instagram, mais ce n'était possible que parce que c'était moi qui faisais la majeure partie du travail pour l'entretenir. Marcus a de nouveau essayé l'approche de la culpabilisation. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. N'ose pas mêler ma mère à ça. Ma mère serait horrifiée de voir comment tu as laissé ta femme me traiter. Elle n'aurait jamais permis que je sois exclu des activités familiales ou traité comme une domestique dans ma propre maison. Cette conversation a eu lieu pendant la 3e semaine, et c'était la première fois que je me lâchais vraiment sur lui. J'avais retenu ma colère, essayant d'être mature et raisonnable, mais sa tentative d'utiliser la mémoire de ma mère comme une arme a fait sauter quelque chose en moi. Tu veux parler de ce que ma mère aurait voulu, ai-je continué, ma voix tremblant de rage. Elle aurait voulu que sa fille soit aimée inconditionnellement par son père. Elle aurait voulu que je sois protégée et chérie, pas utilisée comme main-d'œuvre gratuite puis exclue quand venait le temps des activités familiales amusantes. Winifred, s'il te plaît. Non, je n'ai pas fini. Ma mère aurait voulu que je connaisse sa famille, que j'aie des relations avec ma grand-mère, mes tantes et mes cousins. Mais Jennifer s'est assurée que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Elle t'a convaincu que j'étais trop fragile ou pour supporter le contact avec la famille de maman. Elle m'a isolé des gens qui m'aimaient vraiment, pour pouvoir garder le contrôle. Marcus est resté silencieux. Je pouvais dire que c'était une nouvelle pour lui, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Il avait été si déconnecté de ma vie émotionnelle qu'il n'avait même pas été au courant de la manipulation de Jennifer. Elle a appelé ma grand-mère il y a 5 ans et lui a dit d'arrêter de me contacter, ai-je continué. Grand-mère Linda pensait qu'elle respectait mes besoins, mais en réalité, elle ne faisait que permettre le désir de Jennifer d'effacer ma mère de ma vie. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Je ne savais pas ça. Bien sûr que tu ne le savais pas. Tu as cessé de prêter attention à mes besoins à la minute où Jennifer est entrée en scène. Tu étais si pressé d'avoir une nouvelle femme que tu as oublié que tu avais déjà une fille qui avait besoin de toi. La conversation s'est terminée avec Marcus en larmes, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Mais je n'ai pas eu pitié de lui. Il avait fait ses choix, et maintenant il en affrontait les conséquences. Le tournant s'est produit lorsque Jennifer elle-même a appelé, environ 1 mois après mon départ. Mais ce n'était pas comme ses appels précédents, où elle avait été sur la défensive et exigeante. Cette fois, elle semblait épuisée et humble. Winifred, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord, dis-je, surprise par son ton. Est-ce que je t'ai vraiment traité aussi mal que tout le monde me le dit? Cette question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? J'ai parlé à ma sœur de tout ce qui s'est passé, et elle a souligné des choses sur la façon dont je te traitais auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé. Puis la conseillère d'Emma m'a demandé de décrire notre dynamique familiale, et quand je l'expliquais à voix haute. Elle a fait une pause. Mon Dieu, Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Je n'arrête pas de penser à des incidents spécifiques, à des choses que j'ai dites et faites. Et je commence à les voir de ton point de vue. Comme le voyage à la plage. Je savais, quand j'ai dit que tu devais rester à la maison, que c'était cruel. Je savais que ça te blesserait, mais je me suis convaincu que c'était pratique, que ça avait du sens financièrement et logistiquement. Elle pleurait maintenant, ce qui était aussi quelque chose que j'avais rarement vu. Mais il ne s'agissait pas de praticité, n'est-ce pas? Il s'agissait de moi, voulant passer du temps uniquement avec mes enfants biologiques, et j'étais prête à te faire du mal pour l'obtenir. Je t'ai exclu de ta propre famille. C'était une Jennifer complètement différente de celle que j'avais jamais connue. Elle a continué à parler, sa voix tremblante d'émotion. J'ai parlé à ma sœur de tout ce qui s'est passé, et elle a souligné des choses sur la façon dont je te traitais auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé. Puis la conseillère d'Emma m'a demandé de décrire notre dynamique familiale. Et quand je l'expliquais à voix haute, elle a fait une pause. Mon Dieu, Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. Winifred, je te dois des excuses. De vraies excuses. J'étais sceptique. D'accord, j'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai traité au fil des ans, surtout après. Après avoir essayé de gérer tout ce que tu faisais.
Je n'avais pas réalisé l'ampleur de la responsabilité que je t'avais imposée, ni à quel point j'étais injuste. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration. Le voyage à la plage a été la goutte d'eau, n'est-ce pas? Je savais, quand j'ai dit que tu devais rester à la maison, que c'était cruel. Je savais que ça te blesserait. Mais j'étais tellement concentré sur le fait d'avoir du temps seul avec mes enfants biologiques que j'ai oublié que tu es aussi la fille de Marcus. J'ai oublié que tu fais partie de cette famille. Je suis restée silencieuse, en train de digérer. Emma voit une conseillère parce qu'elle a été très bouleversée par ton départ. La conseillère m'a demandé de décrire notre dynamique familiale, et quand j'en parlais à voix haute. Mon Dieu, Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. Ce n'était pas du tout ce que j'attendais de Jennifer, jamais. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, a-t-elle poursuivi. Je ne te demande même pas de revenir. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait, et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je me suis surprise à pleurer. J'avais été en colère pendant si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait de la tristesse sous tout ça. J'avais besoin d'entendre ça, ai-je admis. Mais Jennifer, je ne peux pas simplement revenir et faire comme si de rien n'était. Trop de choses ont changé. Je sais. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu ne veux plus jamais vivre avec nous. Je voulais juste. Tu me manques. Tu manques à Emma et Tyler. Même Marcus, bien qu'il soit trop têtu pour le dire correctement, tu lui manques. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Jennifer m'a raconté comment elle avait grandi dans une maison où l'on attendait d'elle qu'elle s'occupe de ses jeunes frères et sœurs, et comment elle avait inconsciemment répété ce schéma avec moi. Elle a parlé de sa peur d'être une belle-mère, et de la façon dont elle avait surcompensé en donnant la priorité à ses enfants biologiques. Rien de tout cela n'excusait son comportement, mais cela m'a aidé à le comprendre. Le déclic est venu quand elle a dit « Je n'arrête pas de penser à ce que je ressentirais si quelqu'un traitait Emma comme je t'ai traité. Si quelqu'un lui donnait l'impression de ne pas être à sa place dans sa propre famille. Ça me rend malade d'y penser. » C'est à ce moment-là que j'ai su que ses excuses étaient sincères. Nous avons accepté de suivre une thérapie familiale, tous ensemble. Patricia et Robert ont soutenu ma décision, même s'ils ont bien précisé que j'aurais toujours un foyer chez eux. Les séances de thérapie ont été intenses. Emma et Tyler ont pu exprimer à quel point ils avaient été confus et blessés par toute la situation, bien que le thérapeute les ait aidés à comprendre les concepts de manière adaptée à leur âge. Marcus a dû affronter le fait qu'il avait échoué en tant que père, en ne me protégeant pas du traitement de Jennifer. Jennifer a dû faire face à la réalité de l'impact de ses actions sur toute la famille. Il a fallu 6 mois de séances hebdomadaires, mais nous avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Jennifer et moi avons établi de nouvelles limites. Je ne serai pas automatiquement responsable de la garde des enfants ou des tâches ménagères. S'ils avaient besoin d'aide, ils demanderaient, sans exiger. Je serais incluse dans toutes les activités et décisions familiales qui me concernaient. Plus important encore, Marcus a appris à s'exprimer lorsqu'il n'était pas d'accord avec Jennifer, au lieu de simplement la suivre dans tout ce qu'elle disait. Je ne suis pas retourné vivre à la maison tout de suite. Je suis resté chez les Johnson jusqu'à la fin de ma dernière année de lycée et j'ai commencé le collège communautaire à l'automne, mais j'ai recommencé à passer les week-ends à la maison, ainsi que les vacances et les dîners de famille. La première fois que Jennifer m'a invité à faire du shopping avec elle et Emma juste parce qu'elle voulait passer du temps avec moi, pas parce qu'elle avait besoin que je surveille Emma, j'ai presque pleuré. C'était une si petite chose, mais cela signifiait tout. Emma et Tyler se sont aussi lentement détendus. Ils ne semblaient plus craindre que je puisse disparaître de leur vie à nouveau. Ils savaient que j'avais mon propre espace chez les Johnson, mais cela ne signifiait pas que je les aimais moins. En fait, le temps passé séparés avait renforcé notre lien. Je pouvais être leur sœur, pas leur gardienne. Le véritable tournant s'est produit à Thanksgiving cette année-là. Nous étions tous assis autour de la table, et pour la première fois, Jennifer m'a demandé de dire le Bénédicité. Je suis resté figé, choqué, car elle avait toujours réservé ce rôle à Marcus. Mais elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et a dit, « Winnie, tu fais partie de cette famille. S'il te plaît. » Alors, je l'ai fait. Et tandis que je regardais autour de la table Emma et Tyler me sourire, Marcus hochait la tête, et Jennifer avoir l'air vraiment pleine de remords, j'ai réalisé que les choses avaient vraiment changé.
Peut-être pas parfaite, mais meilleure. Cela n'a pas été facile. Il y a encore des moments où Jennifer retombe dans ses vieilles habitudes, où Marcus évite les conflits. Mais la différence, maintenant, c'est que je ne suis plus silencieuse. Je m'exprime. J'exige le respect. Et pour la première fois, ils écoutent. Parfois, tard le soir, je pense encore à ce week-end où ils m'ont laissé derrière eux pour la plage. Je me souviens de la colère, de la solitude, de ce sentiment de vide dans ma poitrine. Mais je me souviens aussi du sentiment de puissance que j'ai ressenti, en reprenant ma vie en main, en emballant mes affaires, et en leur montrant à quoi ressemblait la vie sans moi. Si je n'avais pas été exclu, si Jennifer ne m'avait pas dit que j'étais égoïste, peut-être n'aurais-je jamais trouvé la force de partir. Peut-être n'aurais-je jamais découvert que je méritais mieux. Maintenant, quand je regarde les photos sur les murs de notre maison, j'y suis. Pas seulement physiquement présente, mais faisant vraiment partie de la famille. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a refusé d'être effacé. Quelqu'un qui s'est battu pour sa valeur et qui a gagné. Je sais que toutes les histoires comme la mienne ne se terminent pas ainsi. Certaines familles ne changent jamais. Certaines excuses n'arrivent jamais. Mais la mienne si, et j'en suis reconnaissante. Reconnaissante envers Patricia et Robert de m'avoir offert un foyer quand j'en avais le plus besoin. Reconnaissante envers Madison d'avoir été la sœur que j'ai choisie. Reconnaissante envers Linda de m'avoir rappelé l'amour de ma mère. Et oui, d'une manière étrange, même reconnaissante envers Jennifer de m'avoir poussé à bout, là où j'ai finalement réalisé ma propre force. Parce qu'au final, c'est ce qui m'a sauvé.